Bon, on va peut-être commencer parce qu'on a un timing très serré aujourd'hui pour pas dépasser. Je me présente Ilona Petit, responsable des études de l'Institut national de l'économie circulaire. Bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de lancement qui va lancer un cycle de webinaires portant sur les démarches territoriales d'économie circulaire dans le BTP. Donc, on va être ensemble jusqu'à 10 heures pour traiter de ces questions avec des intervenants de Toulouse Métropole et de France Urbaine. Je vais animer ce webinaire avec Delphine Bourdin qui s'occupe des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans un premier temps et puis on aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Et juste pour précision, c'est un webinaire qui est enregistré et qui sera disponible. Donc vous aurez toutes les informations et je vais laisser Juliette Simonetto commencer ce webinaire. Peut-être, Ilona, un petit mot sur le déroulé Oui, tout avant que à fait. j'introduise. Alors, on va d'abord avoir une petite phase d'introduction des trois partenaires donc, qui organisent ce webinaire, Toulouse Métropole, France Urbaine et donc l'Institut national de l'économie circulaire, avec une présentation donc, du projet Life Ways to Build qui nous a emmené à faire ce cycle de webinaires et qui va nous permettre d'avoir pas mal de retours d'expérience sur les projets menés sur le BTP. On aura aussi une courte intervention du ministère de la Transition écologique qui lance son assistance au projet LIFE et qui nous dira quelques mots donc de qu'est-ce qu'un projet LIFE et de comment ils peuvent vous accompagner là-dedans. Puis un temps de questions-réponses et un rappel des prochaines échéances du cycle de webinaire donc qu'on lance aujourd'hui. Juliette, je te laisse commencer. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Juliette Simonetto, secrétaire générale de l'INEC. Je suis ravie d'être avec vous ce matin à l'occasion du lancement de ce cycle de webinaire destiné aux collectivités territoriales et aux acteurs du BTP qui souhaiteraient s'engager ou qui le sont déjà d'ailleurs dans la mise en place de démarches d'économie circulaire. Alors pour commencer, je souhaiterais dire un petit mot sur la genèse de ce projet qui va se dérouler sur toute l'année 2024. Donc depuis plusieurs années maintenant, l'INEC, donc l'Institut national de l'économie circulaire, travaille avec France Urbaine, notamment sur les questions de commandes publiques circulaires. Un partenariat qui va d'ailleurs se matérialiser dans pas moins de 2 jours par la signature d'une convention. On en est ravis et c'est une annonce que je vous fais ce matin en avant-première. Cette convention, elle aura pour objectif de renforcer nos actions conjointes de l'INEC et de France Urbaine en faveur de l'économie circulaire et des politiques de soutien qui sont mises en place par les collectivités territoriales. L'INEC est également partenaire du projet Life Ways to Build, qui est un projet piloté par la métropole de Toulouse et qu'on va vous présenter ce matin. C'est un projet qui porte de fortes ambitions en matière d'économie de ressources sur le plan opérationnel, mais également des ambitions de dissémination et de réplicabilité des pratiques et des outils qui sont mis en place à l'échelle locale. Alors pour répondre à ces objectifs, donner à voir et fournir les clés aux collectivités territoriales qui souhaiteraient s'engager dans des démarches d'économie circulaire sur leur territoire, c'est tout naturellement et par les liens que je viens d'évoquer entre nos trois structures, que nous avons construit ce partenariat entre l'INEC, France Urbaine et la métropole de Toulouse, qui prendra en 2024 la forme d'un cycle de webinaires. L'objectif de ce cycle est à la fois donc de montrer, de faire connaître les réalisations du projet Life Ways to Build, mais aussi d'encourager et d'outiller les collectivités, membres de France Urbaine et plus largement, et ce par le retour d'expérience pour accompagner le passage à l'échelle des initiatives encore au stade d'expérimentation. Car l'enjeu, effectivement, aujourd'hui, et on le voit tous les jours, repose dans le passage à l'échelle de l'économie circulaire et notamment pour la filière du BTP et de la construction. Rappelons que la construction est le premier secteur de production de déchets en France. À lui seul, le bâtiment produit 46 millions de tonnes de déchets par an et c'est 240 millions de tonnes pour tout le secteur de la construction BTP. Et au-delà de la production de déchets, c'est un secteur qui nécessite des ressources en grande quantité, principalement du béton, de l'acier,
mais aussi du bois, du plâtre, des terres cuites ou encore du plastique. La production de ces matériaux et de ces équipements émet une grande quantité de gaz à effet de serre. C'est 65% des gaz à effet de serre qui sont liés au cycle de vie des bâtiments neufs. Et au-delà de l'impact de leur construction, les bâtiments consomment 47% de l'énergie finale en France. Il y a donc de gros enjeux en matière de réduction de l'impact environnemental de la filière, et l'économie circulaire constitue un levier puissant justement par le biais de la commande publique notamment. Alors, pour faire face à ces enjeux environnementaux et de gestion des déchets, les réglementations ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi ces grandes évolutions, je pense notamment à la loi AGEC et la création de la filière REP PMCB, donc des produits et matériaux de construction du bâtiment, qui prévoit donc la prise en charge financière du traitement et de la valorisation en fin de vie par les metteurs en marché des produits de construction. Cette évolution réglementaire prévoit également l'allocation de budgets spécifiques pour favoriser le réemploi, le recyclage des matériaux, ou encore pour financer la résorption des décharges sauvages, ou encore pour former les acteurs de la filière à ces enjeux, dans le but d'accélérer le développement d'une économie plus circulaire, d'une économie plus sobre en ressources. Il s'agit évidemment de transformations qui sont lourdes, qui impliquent tous les acteurs de la chaîne de valeur, à la fois les acteurs publics et les acteurs privés, qui nécessitent beaucoup d'investissements, des efforts de sobriété, donc via la rénovation par exemple. Je rappelle que la rénovation, c'est 40 à 100 fois moins de ressources par mètre carré que la construction neuve. Ce sont des transformations qui nécessitent également une plus grande coopération pour créer des filières de valorisation, mais également une organisation au niveau territorial pour repenser les chaînes logistiques, pour développer le maillage, notamment en mettant à disposition du foncier pour la création de plateformes de stockage de matériaux, etc. Et je conclurai cette courte introduction en soulignant que si de nombreuses collectivités se sont saisies de ces enjeux, comme c'est notamment le cas de la métropole de Toulouse, donc via sa stratégie économie circulaire d'une part, et via le projet Life Waste to Build, donc spécifique à la filière construction, d'autre part, on constate toutefois que persiste encore un certain nombre de freins et que les collectivités ont besoin d'être outillées et accompagnées dans ces transformations pour une meilleure prise en compte des enjeux de ressources. Et donc pour en parler, je vais maintenant laisser la parole à nos partenaires et pour commencer à Christophe Amoretti-Hannequin de France Urbaine. Merci. Merci beaucoup Juliette. Bon, tu as déjà été très complète, donc moi je serai très rapide. Juste pour dire que France Urbaine s'intéresse évidemment très attentivement à la commande publique. Moi je dirais sur le volet juridico-juridique que comme un outil ou un levier stratégique au service de politique publique, parce qu'on pense que c'est un levier pour organiser la transition écologique et puis faire émerger de nouveaux modèles économiques, notamment plus circulaires. Alors on a un groupe de travail qui est très actif sur le sujet. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il y en a quelques membres qui sont aujourd'hui parmi nous, qui réunit donc toutes les directions achats des collectivités membres, qu'on a d'ailleurs complété il y a quelques mois par un forum qui réunit des élus ayant en charge de la commande publique. L'idée étant justement de consacrer l'évolution politique de la commande publique. Si la commande publique est au service de politique publique, elle doit aussi être portée par des politiques. Et donc, c'est parce qu'on a à cœur toutes ces questions que, comme le rappelait Juliette, on va nouer un partenariat, je dirais, officiel qui vient consacrer finalement un travail qu'on a fait de longue date ensemble. Je pense pouvoir dire que France Urbaine et INEC sur ces sujets sont parfaitement complémentaires. Tu as évoqué la loi AGEC. Je permets de préciser qu'on attend les nouveaux textes réglementaires sur l'article 58 dans les semaines à venir. D'ailleurs, article 58 qui ne concerne pas les marchés de travaux, en tout cas pas encore. On avait beaucoup travaillé ensemble aussi sur la loi climat et résilience. Et d'ailleurs, ce qui est devenu l'article 36 de la loi climat et résilience qui engage l'État à fournir au plus tard, au 1er janvier 2025, des outils d'analyse du cycle de vie, eh bien en fait, c'est la reprise au mot près d'un amendement commun qui avait été travaillé d'ailleurs
non pas par moi à l'époque, mais plutôt par Delphine, puisque c'est antérieur à mon arrivée, je crois, dans le cadre de la loi AGEC, et qui a finalement été repris dans la loi Climat et Résilience. Bon, d'ailleurs, un chantier ACV qui a pris, je pense, un petit peu de retard, mais on travaille étroitement avec le CGDD pour faire avancer cette question. Voilà, donc là, on a posé le cadre légal. Je dirais que les freins juridiques et même culturels aujourd'hui sont levés. Et finalement, ce qui manque le plus aujourd'hui aux acheteurs pour engager plus avant ces démarches, c'est des outils opérationnels, des exemples, des bonnes pratiques. Et c'est un petit peu la raison d'être de ces webinaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de s'associer. Juste rappeler, parce que j'évoquais le cadre réglementaire, signaler quand même justement que l'économie circulaire, qui était jusqu'à présent un peu un angle mort dans la commande publique, en tout cas du point de vue des textes, ça a changé à la faveur de la loi Industrie verte, hein, puisque la loi Industrie verte, je ne sais pas si vous avez vu cet article, mais ajoute des objectifs aux SPASER, les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, en leur conférant aussi des objectifs de sobriété énergétique et d'économie des ressources. Voilà, donc on est vraiment en plein dans le cœur du sujet. Et je remercie une nouvelle fois l'INEC, pardon, d'avoir été à l'initiative de ces webinaires qui sont, je pense, très utiles. Merci beaucoup, Christophe. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre Papé qui va nous parler un petit peu de la démarche de Toulouse Métropole, plus largement sur l'économie circulaire et pourquoi on est arrivé jusqu'à la création de ce projet Life Waste to Build. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous ce matin. Donc, bien évidemment, donc, la métropole, peut-être le slide qui suit, Ilona. Métropole de Toulouse, donc engagée, une démarche déjà qui est un petit peu ancienne. Donc, on est ravis ce matin de pouvoir participer, d'avoir été un peu le support de ce cycle de webinaire au travers du projet La Waste to Build. Mais tout ceci démarre avec une démarche engagée depuis 20 217, donc depuis 2017, il y a une petite coquille. Voilà, donc une démarche qui pour nous est importante, hein, qui se veut une démarche de transition économique vers l'économie circulaire, puisque nous sommes aussi persuadés que l'économie circulaire est aussi je sais pas, un vecteur, un levier important pour faire de la transition écologique un facteur clé du développement économique à venir. Donc, une démarche qu'on a démarrée dès 2017, avec une phase très rapidement hein, d'expérimentation, avec un soutien de la part de nos collègues consulaires, une approche donc avec une recherche de synergie sur plusieurs zones d'activité de la métropole. Très rapidement, on s'est rendu compte que pour parler aux entreprises, pour les embarquer avec nous, pour qu'elles soient vraiment le levier de cette transition, il fallait qu'on puisse leur donner quelques chiffres clés. Donc, on a procédé à une étude du métabolisme économique de la métropole et on a su détecter 2 chiffres clés pour nous. Une économie qui échappe au territoire d'environ 30 milliards d'euros et une capacité de création d'emplois d'environ 150 000 emplois. Donc, sur cette base-là, on a réussi à faire voter assez rapidement donc une stratégie 2020-2030 métropole de l'économie circulaire en se donnant comme principal objectif de recapter 10% de cette valeur économique qui échappe au territoire, 3 milliards d'euros, et de contribuer à ce que le territoire puisse créer 10% d'emplois qui échappaient aussi à ce territoire, donc environ 15 000 emplois. Donc ça, c'est une phase importante. Et donc, on est passé sur une phase de déploiement à partir de 2020, en s'associant donc avec, évidemment, c'est important dans les démarches territoriales, à des partenaires financeurs comme l'ADEME, comme le Conseil régional d'Occitanie, pour déployer donc trois feuilles de route et démarrer donc ce projet La Waste to Build. Donc, si on peut aller sur la slide qui suit, très rapidement, on est vraiment sur un projet de transition économique et écologique. Donc, on a été labellisé donc 3 étoiles territoire engagé dans la transition économique, économie circulaire cette année, en fin d'année dernière, en 2023. On a donc 3 feuilles de route aujourd'hui importantes. Une sur la mobilisation des acteurs économiques, principalement de la collaboration à partir de recherche de synergie interentreprises pour faire essentiellement de l'EIT, de l'écologie industrielle territoriale. Cette belle feuille de route, donc bâtir la métropole à partir des ressources locales, cœur de projet de cette feuille de route, eh bien le projet Life Waste to Build, et une feuille de route pour travailler autour des biens manufacturés, des questions de réutilisation et de réparation et de réemploi. Donc, important aussi, donc juste à préciser très rapidement, le pilotage à l'échelle d'une métropole, il doit être transversal et stratégique. Donc, nous, on a 3 vice-présidents, éco-circulaire, commande publique, hein, comme disait Christophe, transition écologique et développement durable, 10 directions métiers associées et des partenariats que j'évoquais précédemment. Et donc, on a pu dérouler à partir de cette 2e feuille de route
ce qui était la préfiguration de projet La West to Build, puisqu'on a, on a conduit une opération un petit peu exemplaire, hein, de déconstruction de l'ancien parc des expositions de Toulouse en décembre 2020. Ce parc, donc, il était assez important, 26 000 m², 5 des 9 halls qui ont été déconstruits dans une démarche d'économie circulaire. Et là, on a réussi donc à impliquer donc, nos collègues de la commande publique pour que soit pour la première fois injecté dans les jugements des offres pour la déconstruction de ce PEX, des critères de jugement qui comprenaient donc de la performance en matière d'économie circulaire. Et donc, ça a été un peu un chantier révélateur qu'on a souhaité massifier en termes de démarche, parce que les résultats ont été importants. Par exemple, on a eu un taux de valorisation main matière de 98%. On a eu des boucles interchantiers qui ont été possibles entre l'ancien parc des expositions de l'île de Ramier et le nouveau parc que l'on a fait donc, aux côtés donc, du nouveau centre de convention de la métropole. Donc, des boucles circulaires interchantiers ont été possibles. Et sur ce modèle-là, on a réfléchi pour avoir un projet plus important, plus massifiant au niveau de la démarche de transformation du secteur du BTP vers un BTP beaucoup plus circulaire. Donc, ça a été la genèse un petit peu de ce projet-là. Aujourd'hui, donc, on arrive à une phase de déploiement assez fort. Et donc, je laisse la main à Jérémy Bernard, coordinateur du projet, pour vous présenter le point sur ce projet La West to Build, qui sera le lieu de ce cycle de webinaire en partenariat avec l'INEC et France Urbaine. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis Jérémy Bernard, je travaille à la direction de l'action économique à Toulouse Métropole et j'en charge donc la coordination du projet Life Waste to Build. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc le projet Life Waste to Build, comme Pierre le disait, il est né d'un constat, d'un besoin de structuration des filières et d'accompagnement des démarches pour pouvoir développer l'économie circulaire dans le BTP. Donc, sur la base des constats qui avaient été rendus possibles par l'expérimentation sur le projet pilote du Parc des Expos, l'idée, ça a été de combiner un ensemble d'actions avec des acteurs partenaires pour pouvoir arriver à faire une massification de ces démarches-là au niveau local. Donc, nous avons comme partenaire Cinétique, qui est une association locale qui travaille sur l'achat responsable, l'INEC, l'école de commerce TBS, le CSTB, Envirobat Occitanie, qui est un centre de ressources sur le BTP, et la Fédé départementale du BTP pour la mobilisation des entreprises. On est sur un projet qui a commencé en septembre 2021, qui va courir jusqu'à mars 2026. Avec un budget de 2,7 millions au total et financé à 55% par l'Europe, et qui fixe comme objectif de réduire donc clairement l'impact du BTP dans la consommation de ressources et la production de déchets, de structurer les filières par le biais donc de la mise en place de politiques d'achat plus circulaires, et pour s'assurer qu'il y ait bien des entreprises qui sachent répondre à ces nouvelles commandes publiques et privées. Il y a un accompagnement en montant à la montée des compétences dans les entreprises. On a des objectifs de résultats donc, qui sont au regard des déchets, du nombre de marchés publics avec des clauses spécifiques, un nombre d'entreprises formées et création d'emplois. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on a un ensemble d'actions opérationnelles. Donc, ça, c'est classique hein, sur les projets européens. Il y a des grandes typologies d'actions dont certaines sont vraiment obligatoires, rendues obligatoires par l'appel à projet. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble d'actions globales et coordonnées. On va plutôt rentrer sur les diapos suivantes dans le détail de ces actions, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Oui, donc celle d'après, s'il te plaît. Donc, il y a déjà des ressources qui ont été produites, notamment des fiches de retour d'expérience de territoire engagé, donc qui ont été produites par l'INEC avec Cinétique. Autres ressources, et je le dis tout de suite, ces ressources sont accessibles et on vous donnera le lien juste après. Donc, c'est des ressources qui sont produites dans le cadre du projet et qui sont rendues accessibles à tous. Donc, autre ressource, les fiches sur des configurations. En gros, c'est comment, dans le cadre des marchés publics, on peut faire rentrer des clauses et économie circulaire dans les marchés, quelles sont les typologies de marchés mobilisables.
Autre point indispensable, c'est la connaissance des acteurs. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même des acteurs qui commençaient à émerger sur ces thématiques d'économie circulaire dans le BTP. Donc, grâce au travail qui est réalisé par Envirobateau Occitanie, on a un annuaire qui est mis à jour très régulièrement, qui permet de savoir quels sont les diagnostiqueurs PEMD, quelles sont les entreprises de déconstruction, quelles sont les entreprises, les architectes, les maîtrises d'œuvre capables de mettre en œuvre l'économie circulaire dans le BTP. Donc ça, c'est une cartographie locale, mais qui existe aussi à l'échelle régionale et qui permet aussi d'avoir la cartographie des chantiers exemplaires sur lesquels je vais revenir. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, des formations ont été rendues possibles et montées donc, par Envirobateau Occitanie, des formations avec différents, soit sur la déconstruction, soit sur la conception de bâtiments en intégrant du réemploi. Mais d'autres outils, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres besoins. Au-delà des formations un peu classiques de la maîtrise d'œuvre, il y a des jeux qui ont été faits notamment par Envirobateau Occitanie et Cinétique sur un escape game autour des enjeux assurantiels, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un point bloquant. Et par le biais de l'escape game, ça permet justement de lever ces freins et de bien prendre conscience des problématiques des uns des autres, parce que c'est souvent le problème dans le cas des problématiques assurantielles. Et un autre outil de terrain qui a été développé par Cinétique directement pour mobiliser les ouvriers sur les chantiers. Ils se sont rendus compte que les affichages classiques ne fonctionnaient pas forcément parce on n'a pas forcément un public qui a le temps de lire ou l'habitude de lire, voire même qui a les capacités à lire, et notamment en français. Donc là, ils ont réussi à faire un outil très pragmatique de mise en condition sur les chantiers pour sensibiliser notamment au tri des déchets. Autre particularité, on a développé, donc là c'est Toulouse Métropole qui a commandé un dispositif d'accompagnement pour des entreprises pour leur permettre de former au sein de leurs entreprises des personnes pour être diagnostiqueurs PEMD. Donc c'est une formation certifiante qui a été développée par FEDEREC, et donc on a travaillé avec la Bossert pour former des diagnostiqueurs PEMD pour s'assurer qu'on ait bien des réponses pertinentes, qui ne soient pas uniquement des réponses pour atteindre un niveau réglementaire, mais avoir des diagnostics qui nous permettent vraiment d'identifier les ressources. Donc là, on a pu, par ce biais-là, former des demandeurs d'emploi qui ont depuis d'ailleurs créé leur entreprise pour faire des diagnostics PEMD. Et on a fait une remise des diplômes en novembre dernier. Là, donc on a 8 diplômés PEMD. Diapo suivante, s'il te plaît. Autre action de mobilisation, donc là, c'est par la fédération départementale, la FBTP 31. Donc, on a plusieurs actions qui ont été mises en place, notamment l'animation d'une commission économie circulaire, donc une instance dédiée pour traiter les questions d'économie circulaire. Et un escape game qui a aussi vocation à former les entreprises. Donc, c'est un module qui a été développé spécifiquement dans le cadre du projet, qui permet au sein des entreprises, sur les chantiers, auprès de demandeurs d'emploi, auprès d'étudiants, de faire de la formation sur ces thématiques-là, par le biais du jeu, et on se rend compte que ça marche bien. Le principal levier qui est mobilisé par Life Waste to Build pour développer l'économie circulaire, c'est de faire un engagement par la commande. Et du coup, a été créée une charte qui s'appelle économie circulaire dans le BTP, une charte qui est à destination de la maîtrise d'ouvrage publique et privée. Et donc là, l'idée, ça a été travaillé avec eux, hein, elle a été coélaborée en atelier de travail avec des maîtres d'ouvrage qui souhaitaient commencer à travailler sur le sujet. Et il a été choisi donc de faire une charte d'engagement avec des engagements chiffrés, partagés, et une annexe avec des engagements spécifiques que chacun choisit. Donc, par rapport aux engagements qui ont été définis et qui s'appliquent maintenant. Donc, c'est 85% de valorisation globale en matière de déchets, donc sur le tonnage. Il faut savoir que la loi actuellement, c'est 70%, donc il est demandé d'aller plus loin. Il y a 5% dans la construction. L'idée, c'est d'appliquer 5% de matériaux de seconde main en valeur financière des fournitures.
Ça, il n'y a pas de réglementation actuellement. Donc là, il y a vraiment un effort de fait. Il faut savoir qu'actuellement, on est à moins de 1% dans la construction. Et enfin, les diagnostics PMD qui sont obligatoires des 1000 m², il a été proposé aux signataires de s'engager à les faire dès 200 m² pour ne pas voir s'échapper tout un potentiel sur des bâtiments entre 200 et 1000 m². Voilà, donc depuis, il y a eu 24 signataires en novembre 2022, 7 nouveaux signataires en novembre 2023, et on espère d'autres en 2024. Et comme vous pouvez le voir, c'est les gros acteurs de la construction localement, que ce soit des bailleurs sociaux, que ce soit des collectivités, des bailleurs, des promoteurs, des privés, etc. Diapo suivante. Donc, cet engagement permet de mettre en évidence aussi des chantiers exemplaires. Chaque signataire, en fait, s'engage à candidater pour notre appel à manifestation d'intérêt pour des chantiers exemplaires. On s'est engagé à en accompagner 58 pendant la durée du projet. Donc, on est déjà à 50 chantiers engagés. 50 chantiers engagés, ça veut dire à différentes phases, hein. Donc, il y en a actuellement 12 en travaux. Il y en a déjà 2 qui sont terminés. On est sur 230 millions d'euros de travaux qui sont concernés, avec des chantiers très variés, avec des petits chantiers à 50 000 euros et certains à 70 millions. Donc, c'est très, très varié, avec des projets de tertiaire, d'équipement public, d'aménagement, de voirie, d'ouvrages d'art. On a vraiment plein de types de chantiers qui ont été choisis. L'idée, c'est plutôt d'avoir une diversité pour avoir des retours d'expérience riches et variés pour voir ce qui s'applique dans tel ou tel cas. On a 13 opérations privées et 33 opérations publiques déjà, donc construction, rénovation, aménagement, réhabilitation, etc. Et sur ces chantiers-là, sont appliqués les objectifs donc, de valorisation matière et d'introduction de réemploi. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on propose dans ce cadre-là? Du coup, c'est Cinétique qui, le mieux, c'est d'avoir des chantiers. Nous, on essaye d'avoir ces chantiers-là le plus tôt possible pour que, dès le départ, le Cinétique puisse accompagner la maîtrise d'ouvrage, donc dans la rédaction de ces marchés de diagnostic PEND, d'analyse de sélection des diagnostiqueurs, d'analyse du diagnostic, de participation à la rédaction des marchés, d'accompagnement à la création des boucles, c'est-à-dire trouver des exutoires pour toutes les ressources qui ont été identifiées, etc. Ça va sur de l'accompagnement vraiment très régulier et une disponibilité par rapport aux maîtrises d'ouvrage pour les accompagner sur tous les champs de l'économie circulaire et assurer une traçabilité de tout ce qui est fait en matière d'économie circulaire sur le chantier. Ça va jusqu'à la constitution d'un bilan. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, c'est typiquement sur un des premiers chantiers. Donc là, c'était la réfection des toitures d'un lycée. On a pu aller jusqu'à l'élaboration de ce bilan-là, où tout a été comptabilisé au niveau de l'économie circulaire, c'est-à-dire combien ça coûte aux différentes parties prenantes sur ce chantier-là, quels sont les gains et coûts de l'économie circulaire, et quels sont aussi l'impact emploi, combien de temps ça a pris en plus. Donc là, pour prendre un exemple, on a une boucle qui a été créée au niveau des toitures, des bacs acier de la toiture, qui, au lieu de partir en benne pour une valeur de recyclage matière de 0,8 € du mètre carré, ça a été déposé proprement, stocké en pied de chantier, et ça a pu être vendu à 6 € du mètre carré à des acteurs qui ont pu les réemployer, soit pour faire de la rénovation de toiture, soit pour faire en détournement d'usage des bardages ou des clôtures de chantier. Au lieu d'acheter à valeur neuve, donc c'est 12 € ou 18 € du mètre carré, ils s'y retrouvaient en achetant moitié moins cher, au moins moitié moins cher. Du coup, on a là une boucle vertueuse avec un modèle économique qui fonctionne sur cette ressource. Donc, c'est assez intéressant de la mettre en évidence pour essayer de mobiliser des acteurs qui, d'ailleurs, certains, au départ, ce n'était pas prévu, mais il y a des entreprises qui, sur cette expérience-là, finalement, sont allées plus loin et d'autres bacs aciers qui n'avaient pas été ciblés initialement ont été découpés en deux pour pouvoir être palettisés et revendus à des acteurs intéressés.
Diapo suivante. L'idée, c'est d'avoir sur les 58 chantiers qui sont accompagnés un bilan précis comme ça pour les ressources et l'économie circulaire en général sur le chantier pour pouvoir rendre des comptes et puis pouvoir, on l'espère, montrer la pertinence du réemploi. J'ai oublié, mais il y a un calcul de gain environnemental qui est fait au regard de de la réduction de la production de déchets, mais au regard également de l'économie de gaz à effet de serre en économisant la fabrication de nouveaux matériaux. Donc, les ressources, elles sont mises en évidence par des diagnostics PEND. Et l'idée, c'est que sur tous les chantiers accompagnés, mais même au-delà, c'est-à-dire toutes les maîtrises d'ouvrage qui sont accompagnées ou tous les acteurs qui veulent jouer le jeu avec nous sur l'économie circulaire dans le BTP localement, ils peuvent donc, et ça c'est à l'échelle régionale, ils peuvent rendre visibles des ressources sur une plateforme qui est dédiée au projet, avec la possibilité de rendre visibles des ressources à déconstruire prochainement, mais également de mettre en évidence des besoins sur des constructions à venir. Imaginons, je suis architecte, je veux construire une école et j'ai besoin, par exemple, de portes coupe-feu, voilà, de portes intérieures. Je peux indiquer dès à présent que je vais avoir besoin de tant de portes à telle et telle période. Et la plateforme numérique permet de faire du matching directement entre des ressources qui sont mises en évidence par des gens qui vont déconstruire et par des besoins de constructeurs. On a déjà 211 comptes créés, donc ça, c'est 211 entreprises locales, que ce soit des architectes, des entreprises, des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage qui sont inscrites sur cette plateforme. Et on a déjà des commandes de matériaux qui ont été rendues possibles grâce à cette plateforme. Diapo suivante. Alors, la plateforme, elle est accessible aux professionnels uniquement et elle est accessible gratuitement aujourd'hui. En fait, rien n'est gratuit. Elle est accessible, elle n'est pas payante pour les utilisateurs. Elle est prise en charge par Toulouse Métropole pendant en amorce du projet et grâce à la subvention européenne aussi. Et l'idée, en fait, c'est de trouver un modèle économique pour à la fois cet outil, mais également sur l'ensemble du dispositif d'accompagnement à l'économie circulaire. Donc, nous, on appelle ça un guichet territorial. Et l'idée, c'est de préfigurer un guichet territorial qui permettrait de faire cet accompagnement. Et là, on a besoin de trouver un modèle économique, d'où un travail qui est réalisé par TBS auprès des acteurs pour voir quels sont les services attendus, quels sont les besoins et quelles sont les capacités à payer quel est le modèle économique à trouver. Donc voilà, on est encore sur cette phase d'analyse de cette enquête et l'idée, c'est de trouver un modèle économique prochainement pour ce guichet territorial. Diapo suivante. La plateforme physique, qui est évidemment un besoin qui a été rendu, qui a été mis en évidence, hein, c'est-à-dire que les boucles, on n'arrive pas à une temporalité immédiate entre une déconstruction et une construction, donc on a souvent cette problématique de stockage, à la fois de stockage, mais aussi de qualification, qui serait rendue possible, on l'imagine, par une plateforme physique. En tout cas, c'est ce qu'on observe ailleurs sur d'autres territoires en France. Nous, pour l'instant, ce qui est réalisé, donc c'est un accompagnement d'acteurs locaux. Donc, c'est des micro-filières, des filières de monomatériaux spécialisés, donc bois, métal, carrelage, par exemple, qui se sont mis ensemble et qui commencent à travailler un modèle pour être animateur d'une plateforme physique. Donc, la métropole les accompagne notamment par la remise d'un prix. Il y a aussi, dans le cadre du projet et dans le cadre de la démarche d'économie circulaire de la métropole, eu des rencontres animées pour travailler ce modèle un peu de la plateforme et voir quelles solutions locales on peut trouver. Notamment sur quelles sont nos capacités à trouver du foncier adapté pour ça. Merci. Donc là, on a un exemple d'un chantier de construction qui a été terminé. Donc c'est le siège de GA Smart Building qui intègre énormément de réemploi. Donc il y a plus de il y a un
très bons résultats et les 5% sont atteints sur cette. On est en train de finaliser le bilan, donc je ne peux pas être très précis, mais en tout cas, les 5% ont été atteints sur ce programme-là. Donc, c'est vraiment de la construction tertiaire neuve. Donc là, l'idée, ça a été à travers une visite de chantier, de mobiliser et de rendre visible du réemploi qui ne se voit pas. En fait, c'est un réemploi qualitatif au niveau du rendu, montrer quand on fait du réemploi, on n'est pas sur quelque chose à cacher, quelque chose de moche ou de vieux, on est sur quelque chose qui peut être tout à fait qualitatif. La diapo suivante. Un des enjeux forts du LIFE, c'est par le biais d'expérimentations locales, de développer des outils réplicables et aussi de faire de la dissémination. Donc, la réplicabilité, elle va être testée sur un chantier exemplaire, donc dans le cadre d'un accord avec l'Eurométropole de Strasbourg. Un chantier exemplaire, donc c'est le stade de la Méno, 26 000 m² qui sont à rénover, un budget quand même à 160 millions d'euros. Donc là, l'idée, ça va être de tester tous nos outils localement auprès des acteurs pour qu'il y ait un apprentissage, apprendre ensemble pour pouvoir faire une dissémination à cette échelle-là. Et puis, on a également une dissémination régionale qui est faite là, du coup, un peu plus on a déjà des outils qui sont au-delà de nos frontières de la métropole. La plateforme est ouverte au-delà. On accompagne même des chantiers qui sont, par exemple, d'autres communes en Occitanie, mais qui ne sont pas sur le territoire de la métropole, qui vont déjà tester les outils, mettre en pratique les outils et l'accompagnement Life Ways to Build. La dissémination se fait également via des webinaires comme le cycle de webinaires qu'on vous propose là. Diapo suivante. Pour terminer, une action, on a aussi la dissémination à l'échelle universitaire qui était envisagée parce qu'il faut former les entreprises d'aujourd'hui, mais aussi il faut former les étudiants d'aujourd'hui qui seront les professionnels de demain. Donc là, l'idée, ça a été de faire, à travers la création d'un outil de communication. Donc l'idée, c'était d'avoir une tiny house. Donc, la tiny house, vous la voyez en bas à gauche, c'est une petite construction qui montre la faisabilité de la construction à partir de matériaux de seconde main. On a fourni à des étudiants, donc ça c'était en novembre 2022, on a eu 55 étudiants pendant 4 jours de l'école d'architecture, de l'école des beaux-arts en design, de l'école d'aménagement, de l'université en aménagement et de l'école d'ingénieurs de l'INSA Toulouse. On leur a fourni des diagnostics PEMD, on leur a dit voici les ressources. L'idée, c'est d'avoir une tiny house pour montrer la faisabilité du réemploi et servir de vitrine au projet. Aidez-nous à la concevoir. Donc, ils nous ont fait des maquettes, ils ont fait des dessins, des schémas de principe, etc. À la métropole, on a récupéré ça, on a transformé ça en commande. Et donc, on a fait une commande de conception-réalisation auprès d'architectes. Et donc, on a l'entreprise 314 Conception qui a répondu à ce marché. On avait dans nos critères, bien sûr, l'objectif 100% de seconde main. On leur avait demandé d'utiliser principalement des ressources via la plateforme numérique, c'est-à-dire des ressources issues notamment de chantiers accompagnés dans le cadre du projet Life Ways to Build, et on leur avait demandé de continuer à mobiliser les étudiants. Et c'est ce qu'ils ont fait notamment en organisant un workshop avec des étudiants de l'école d'architecture pour qu'ils conçoivent et réalisent, on les voit en bas à droite, qui conçoivent et réalisent le mobilier intérieur de la tiny house. Donc cette tiny house là, vous pouvez la voir en bas à gauche, elle est en cours de finalisation. On l'a déjà montré, notamment samedi dernier aux journées portes ouvertes de l'école d'architecture. Et donc elle sert déjà à rendre visible du réemploi. On a par exemple le bac acier en haut qui sert de bardage et de toiture, qui est issu d'un chantier des portes du Tarn. On a le bois que vous voyez là, qui était en fait un bois de la toiture d'un chantier à Ramonville, qui est aussi une déconstruction dans le cadre de Life Ways to Build, etc. En fait, toutes les ressources, l'idée c'était d'avoir toutes les ressources visibles, changer l'image du réemploi, montrer quelque chose de beau et de pouvoir communiquer sur la faisabilité en racontant l'histoire de ces ressources.
rappeler d'où vient cette porte, d'où vient ce sol, d'où vient ce carrelage, d'où vient tous ces éléments-là. On va raconter l'histoire de ces matériaux-là dans cette tiny house pour démontrer la faisabilité et du réemploi. Je crois que c'est la dernière diapo, non, Ilona? Oui, c'est Oui. bon. Merci beaucoup, Alors, Jérémy. je Tu vais as vous peut-être un mettre dernier juste. mot? Dis-moi. Voilà, un dernier mot. On a à votre disposition si vous avez des questions. Je vais mettre dans la conversation l'adresse. Ah non, je ne peux pas. Mais bon, je vais communiquer. Donc, on va vous transmettre l'adresse donc du site sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources, la charte, l'appel à manifestation d'intérêt, les fiches ressources que j'ai présentées, les premiers bilans aussi. Et et aussi l'adresse de la plateforme numérique pour que vous voyez à quoi ressemble l'outil d'échange de matériaux. Voilà, Super. merci à vous. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation rapide mais complète du projet LIFE. Je vais laisser maintenant la parole à Zénaïde Hubert, qui est rattachée à la direction de l'action européenne et internationale du MTE et qui va nous présenter rapidement ce qu'est un projet LIFE et comment le MTE propose de vous accompagner si vous aussi vous êtes intéressé pour monter ce type de projet. Zénaïde, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup et merci pour cette belle présentation de ce projet LIFE. Alors en effet, je vais rapidement vous présenter ce qu'est un projet LIFE et la manière dont le ministère peut vous accompagner si vous souhaitez candidater, si le projet de Toulouse Métropole vous a inspiré. Donc tout d'abord, très rapidement, un projet LIFE, en fait, c'est l'instrument financier de l'Union européenne pour la mise en œuvre des politiques européennes de l'environnement et du climat. C'est le seul programme européen qui est dédié à l'environnement sous toutes ses formes et il est décomposé sous 4 sous-programmes. Donc, je pense que celui qui vous concernera le plus, c'est économie circulaire et qualité de vie. Mais il y a également nature et biodiversité, atténuation du changement climatique et adaptation et transition vers l'énergie propre. Donc, sur la slide suivante, voilà, il y a un petit tableau un peu récapitulatif des différentes caractéristiques d'un projet LIFE. Donc, je ne vais pas revenir sur tout. Le PPT vous sera envoyé suite à la présentation. Donc, ça vous permettra d'avoir un petit post-it pour vous rappeler comment est composé un projet LIFE. Juste peut-être sur le budget, en moyenne, c'est un projet qui est entre 2 et 6 millions d'euros. Mais bon, c'est une fourchette pour vous donner une idée. Ça peut être beaucoup plus. Et les taux de subvention, ça va de 60% à jusqu'à 95% pour le programme d'énergie propre, en fait, mais qui est un peu particulier. Voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc, au niveau du calendrier pour cette année sur les appels à projet LIFE, donc l'appel à projet sera diffusé le 18 avril prochain, pour les différents types de projets. Donc, ceux qui vont nous concerner le plus ici pour économie circulaire et qualité de vie, ce sera les appels à projets d'action standard, donc les SAP. Donc, avec une ouverture de l'appel à projet à la mi-avril et une fermeture mi-septembre. Slide suivante. Suite en fait à la publication de l'appel à projet, le ministère on organise une grande réunion d'information nationale. Donc vous pouvez d'ores et déjà le noter dans votre calendrier et vous inscrire via le site internet du ministère, donc à l'Infodé France qui aura lieu le 19 avril prochain. Cette Infodé, c'est vraiment pour vous faire une présentation générale du programme LIFE avec voilà, une explication un peu des différents appels à projets 2024 qui seront donc publics le 18 avril. Donc au niveau du ministère, nous, on propose une assistance pour les porteurs de projets. C'est une assistance qui est gratuite. Donc voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans le dépôt de votre candidature pour répondre au mieux en fait aux besoins de la commission, que votre dossier réponde au mieux aux besoins de la commission et avoir plus de chances d'être lauréat. Donc, pour ce faire, on propose 2 types d'accompagnement. Donc, tout d'abord, il y a des webinaires de formation. Il y aura les dates dans les slides suivantes. Donc, 2 webinaires, un sur le montage de projets européens et un plus spécifique sur l'écriture vraiment du projet LIFE.
Donc, ces webinaires, ils sont gratuits. Vous pouvez vous y inscrire, pareil, via le site du ministère. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous y inscrire si vous avez un projet LIFE en tête. Ça peut permettre de poser toutes vos questions et de préciser un peu peut-être voilà, votre projet et mieux comprendre les attentes de la Commission européenne. Ensuite, on propose également un appui spécifique pour les porteurs de projets via un prestataire Enviropéa qui travaille avec nous depuis plusieurs années. Donc, en fait, pour profiter de cet appui et de cette assistance, il faut remplir une demande d'assistance qui est également disponible sur le site internet du ministère sur la page LIFE. Et donc, ensuite, on sélectionne un certain nombre de projets qu'on va pouvoir accompagner. Et donc, le prestataire vous aide. Voilà, il y a une douzaine d'heures d'accompagnement gratuit du coup, pour les porteurs de projets pour vraiment améliorer votre candidature et répondre au mieux aux exigences de la Commission européenne. Voilà, donc les webinaires de formation, je ne vais pas lire toutes les dates, mais donc les premiers types, c'est l'aide au montage au projet européen. Donc voilà, donc je vous invite à vous inscrire. Il est ouvert à la fois pour la métropole et pour les PETOM et les RUP. Alors, je ne suis pas sûre que, vu l'horaire, on ait beaucoup de PETOM et de RUP actuellement. Voilà, et le deuxième type de webinar, donc c'est sur la slide suivante, c'est les webinars d'aide à l'écriture d'un projet LIFE. Donc là, c'est spécifique pour la métropole par sous-programme. Et il y a également des ateliers qui sont proposés pour les PETOM et les RUP. Voilà, et la dernière slide. Donc, en fait, au sein du ministère, il y a 5 points de contact nationaux qui sont disponibles à votre disposition vraiment pour répondre à toutes vos questions voilà, vous aider dans la démarche, dans l'accompagnement. Vous pouvez les contacter via l'adresse mail lifeplusfrance@développement-durable.gouv.fr et ils sont là vraiment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Zenaïde. Donc, en effet, tous les liens et tous les dates sont bien dans ce diaporama que vous aurez à disposition. Je vais maintenant laisser la main à Delphine, peut-être pour nous faire remonter les questions du chat. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Alors oui, tout à fait. Donc, je vais m'en faire le relais. Donc, pour le moment, j'en vois pas encore sur live. Donc, on va revenir sur le projet européen Life Waste to Build, présenté par Toulouse Métropole. Donc, il y a eu une question sur l'approche plus préservation des ressources. Donc, je ne sais pas si c'était monsieur ou madame Mesrard. Il y avait cette question ensuite de l'approche ressources, matériaux de construction. Est-ce qu'il y avait aussi l'approche ressources, la réflexion sur l'économie d'énergie, de l'eau, et aussi réfléchir à d'autres solutions via l'économie fonctionnelle? Alors, en ce qui nous la question était autour du projet Life Waste to Build. En tout cas, on a axé les efforts du projet Life Waste to Build sur la valorisation matière dans le cadre des déconstructions et le développement d'économie circulaire, c'est-à-dire de réemploi dans la construction. C'est vraiment l'axe prioritaire, en sachant que sur les questions d'énergie, de consommation d'énergie des bâtiments, on a quand même déjà une réglementation, la RE 2020, qui est déjà très prescriptive en la matière. On a déjà des acteurs mobilisés sur ces sujets-là. C'est un sujet quand même qui est déjà en application dans le bâtiment. Alors que sur l'économie circulaire, on est plus sur un sujet émergent. Donc l'idée, ça a été de concentrer les efforts sur cette thématique-là. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je pense que c'est une première étape, c'est ça, c'est l'émergence du sujet, mais je pense qu'après, les enjeux ressources autres c'est des sujets aussi. En fait, et sur l'économie de la fonctionnalité, il y a des travaux au niveau national, notamment au cadre du Conseil national de l'économie circulaire qui va se mettre en place, aussi très peu appréhendé jusqu'à présent. c'est des pistes qui sont envisagées dans le cadre de la stratégie plus globale d'économie circulaire dans le BTP, d'économie circulaire, pardon, à l'échelle de la métropole. En ce qui concerne le BTP, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur cette question de la valorisation matière et du réemploi, parce qu'il faut savoir que le réemploi, c'est quelque chose de très ancien qui s'est
qui se faisait qui s'est toujours fait depuis le début de l'acte de construire et qui a été complètement abandonné ces 60 dernières années, 100 dernières années, on va dire. Et il s'agit c'est quelque chose qui a été oublié, on ne sait plus faire, on ne sait plus le demander, on ne sait plus l'apprécier. Du coup, c'est vraiment il y a un vrai besoin de mobilisation des acteurs autour de cette question-là et de montrer qu'on peut à nouveau faire du réemploi et le rendre possible, voilà, dans la construction. Une autre question pour toi, Jérémy, c'était plus ciblé sur les indicateurs, donc c'est Christelle Tribou. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des indicateurs de suivi, que ce soit environnementaux, sociaux, propres à l'économie circulaire pour ces projets? Alors, le moyen le plus simple et le plus intéressant, c'est de regarder directement un bilan sur donc là, on a déjà 4 bilans de chantier qui sont accessibles directement sur le site. Sur le site dédié au projet, il y a 4 bilans dans la partie chantier exemplaire. Et là, il y a les indicateurs qui sont présentés. Encore une question pour toi, toujours sur le projet, c'est plus sur le sujet formation des diagnostiqueurs, donc c'est Christelle Aucommon. Et elle aimerait avoir plus d'informations sur cette formation des diagnostiqueurs PEMD et les conditions pour s'inscrire, le coût de la formation. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? Alors, cette formation était une formation en one-shot, c'est-à-dire qu'on a pu organiser 2 sessions de formation de diagnostiqueurs. Et c'était juste voilà, on n'en fait plus aujourd'hui. Par contre, via FEDEREC ou la Bossert, qui était par exemple notre partenaire, eux, ils continuent à organiser des formations certifiantes. Par contre, je ne connais pas les modalités de financement. Après, il faut voir qu'avec les différentes OPCO, ou voilà, il y a selon les régions, etc., il y a différentes modalités de financement pour les acteurs. Ouais. C'est possible. Toujours sur le projet, donc pour toi, sur le sujet du temps que ça a pris pour l'échelle de temps pour mener toutes ces actions qui ont été présentées, et puis aussi la mobilisation RH, combien de TP mobilisés côté de Toulouse Métropole pour mener cette coordination? Alors, donc pour la mise en œuvre des actions qui ont été présentées, donc qui sont mises en œuvre soit par Toulouse Métropole, soit par les partenaires, hein, les actions qui ont été présentées là, elles ont été réalisées entre septembre 2021 et aujourd'hui. Du coup, on est à peu près, nous, à la moitié de notre projet. Au niveau du temps, moi, je suis actuellement à 100% en coordination du projet. Pierre Papex, qui est en chef de projet, est à peu près à 20% de son temps. Voilà, on est à peu près, en gros, si on comptabilise l'ensemble des ressources de la métropole, on est oui, on est à presque un ETP et demi, on va dire, sur la coordination et la mise en œuvre des actions. Sur la coordination, seulement la coordination, c'est assez variable selon les phases du projet, mais je dirais que c'est au moins 60% d'un ETP, hein, je dirais presque. Je ne sais pas, Pierre, si tu valides, mais je pense que c'est ça, oui. Oui, voilà. Donc, du coup, nous, évidemment, au sein de la direction action économique, Jérémy et moi, donc, on est là pour coordonner, mais on a quand même des collègues d'autres directions de métier. Hein, par exemple, donc, Jérémy l'a pas rappelé, mais sans le concours assez intense pendant près de 18 mois d'une collègue de la direction du numérique pour nous assister hein, dans le montage à la fois du marché, la coordination, la définition de la plateforme numérique, ça aurait été compliqué. Hein, voilà. Donc, du coup, ponctuellement, on peut avoir des rajouts comme ça de collègues au niveau de la métropole qui interviennent. De la même manière, sur la direction de la commande publique, hein, on va avoir ponctuellement des collègues qui sont mobilisés, hein, puisqu'on a quand même ce pilier-là qui est très, très fort, hein, actionner donc, le réemploi par le biais de la commande, privée ou publique. Et bien chez nous, en interne, la commande publique, c'est important. Voilà, donc du coup, voilà, un ETP,20, oui, mais ça peut monter en 80, voire 2, suivant des périodes du projet avec de l'intensité par rapport à des actions. Mais il ne faut Justement, pas oublier Monsieur là-dedans, dans Papex, la coordination globalement, toute l'équipe projet hein, qui est réunie, hein, le réseau des 7 partenaires, là, quelque part, Jérémy, en termes d'ETP, si tu arrives à qualifier, ça peut monter un petit peu au-delà, hein, puisqu'on ne pilote oui, pas en direct toutes les actions.
Oui, c'est au-delà, mais là, c'est vraiment variable selon la période d'intervention des partenaires. C'est-à-dire que selon leur production de livrables ou pas, ou de mise en œuvre d'actions, c'est très variable. On fera des bilans, en tout cas, accessibles dès qu'on peut. Et ça a été mentionné par Monsieur Papek justement sur cette question du pilotage de ce type de projet transversal avec les différents services de la métropole. Et j'imagine qu'il y a des réunions régulières ou un comité de pilotage ou... Tout à Alors, fait. on a On une. fait basiquement un comité de pilotage annuel avec l'ensemble du réseau des partenaires, Et, mais en et interdirection. les partenaires institutionnels, exactement. Ouais, En tout à interne fait. et Mais en partenaires interdirection, institutionnels. on en parlait encore récemment avec Jérémy, tout est améliorable, hein. C'est vrai qu'en termes de fluidité, de transversalité, on n'est jamais au bout de nos peines et de la nécessité que nécessite la conduite de ce type de projet. Voilà. Donc c'est vraiment toujours un challenge, un pari, un défi de continuer à embarquer sur la durée, parce que quand même, un projet LIFE, c'est près de 4 ans et demi, hein. Donc, embarquer sur la durée, voilà, des collègues, des directions métiers qui, évidemment, ont leurs propres objectifs. Et après, au niveau des partenaires, on a un comité technique tous les mois avec les partenaires sur l'ensemble du projet. Voilà. Merci Voilà. Jérémy et Pierre pour ces précisions et ces réponses aux questions qui ont été posées dans le chat. Je vous propose que l'on conclue ce webinaire et qu'on vous présente l'agenda 2024 de ce cycle et des thématiques qui seront abordées. Et Delphine, pour cela, je te laisse la parole. Oui, donc je reprends la parole pour vous présenter donc, ce cycle de webinaire qu'on co-organise avec les 3 partenaires. Donc, ce cycle a pour but d'encourager, donner des clés aux collectivités territoriales, ça a été dit, avec l'ensemble des acteurs du territoire concernés pour déployer des démarches exemplaires et structurer des filières de valorisation des ressources locales, comme ça a été mentionné. Et donc, on s'appuie vraiment sur les enseignements de ce projet Life Waste to Build, et à vous présenter aussi les actions, outils déployés dans ce projet, mais aussi l'échange autour de ces outils et actions, mais aussi des expériences conduites dans d'autres territoires. Et certains ont commencé à mettre des expériences, des retours de leur territoire dans le chat. Et donc, on vous propose des rendez-vous réguliers sur l'année 2024 avec plusieurs webinaires thématiques pour approfondir certaines dimensions liées à ce projet Life Waste to Build. Et comme ça a été mentionné par Jérémy, il y a plusieurs livrables qui ont été produits. On pourra y revenir plus en détail dans le cadre de ces webinaires et les partager aussi avec l'ensemble des participants. Donc, pour chaque webinaire thématique, nous ferons par ailleurs intervenir des témoignages et retours d'expérience de collectivités, mais aussi d'acteurs privés qui ont mis en place des démarches similaires ou pouvant intéresser les participants à ces webinaires, et notamment pour permettre le partage de connaissances et les échanges sur la thématique qui sera évoquée. Donc, on a 4 webinaires qui se tiendront tous les jeudis de 9h à 10h. Tous les jeudis, dès jeudi de 9h à 10h. Donc, le premier, le 28 mars, sur le rôle de la collectivité pour déployer et initier l'économie circulaire dans le BTP. Le 6 juin, sur le déploiement de plateformes physiques et numériques de réemploi des matériaux de construction, dont le sujet de modèle économique qui a été évoqué aussi par Jérémy. Le troisième, le 26 septembre, sur les enjeux de qualification et d'assurabilité des matériaux de réemploi. C'est un sujet, l'assurantiel, de l'assurabilité qui a été aussi souligné lors de cette présentation. Et enfin, le 28 novembre, quels outils nécessaires pour structurer une filière de réemploi dans le BTP à l'échelle d'un territoire? Et c'est vraiment l'envie de répondre à ce besoin d'outillage pour permettre justement ces démarches et ces transitions vers plus de circularité dans le secteur du BTP. Donc, on espère tous vous y voir très nombreux, et vous aurez les informations très prochainement sur comment s'inscrire pour ces prochains webinaires. Merci Delphine pour cette présentation. Il est temps de conclure. Voilà, on a dépassé de 2 minutes, mais globalement tenu les timings. Merci à tous pour votre participation. Merci à nos intervenants pour la richesse de leurs interventions. Sur cette dernière slide, vous avez les contacts des personnes au sein des 3 structures partenaires, ainsi que le lien vers le projet Life Waste to Build qui vous a été également partagé dans la conversation. Je vous remercie et on se retrouve tous pour le prochain webinaire, donc en mars prochain. Très bonne journée. Au revoir.